Une mère s'est absentée quelques minutes pour aller chercher du jus pour sa fille de 4 ans, et à son retour, elle n'a trouvé qu'un bac à sable vide et un silence qui la hantrait pendant plus d'une décennie. Toutes les pistes possibles ont été épuisées, tandis que son monde restait figé dans ce terrible moment. Puis, 12 ans plus tard, la mère cherche des analgésiques dans la trousse de rasage de son mari. Mais ce qu'elle y trouve la conduira à découvrir une vérité si terrifiante que même les enquêteurs chevronnés la qualifieront plus tard comme la plus perturbante qu'ils aient rencontrée en plusieurs décennies de travail policier. La migraine frappa Vera Caldwell comme un coup de marteau à la tempe, le genre qui faisait scintiller et brouiller les bords de sa vision à chaque battement de cœur. Elle pressa ses paumes contre ses orbites, essayant de contrer la pression qui montait dans son crâne alors qu'elle titubait de la chambre vers la salle de bain. La lumière matinale qui filtrait à travers les stores lui semblait comme des aiguilles perçant ses rétines. Ses pieds nus trouvèrent le carrelage froid de la salle de bain et elle chercha à tâtons l'armoire à pharmacie, la mémoire musculaire guidant ses doigts vers la poignée métallique. La porte du miroir s'ouvrit avec un grincement qui la fit grimacer. Ses mains cherchèrent les formes familières des flacons de vitamines, des médicaments contre les allergies, les antiacides sur ordonnance de Marcus, mais pas d'ibuprofène. Le flacon blanc qui aurait dû être là, qui était toujours là, avait disparu. « Bon sang, Marcus » marmonna-t-elle, bien que parler envoya de nouvelles vagues de douleur dans son crâne. Il avait dû le finir et oublier d'en racheter. Encore. 20 ans de mariage et cet homme ne se souvenait toujours pas de remplacer les choses quand elles étaient épuisées. Elle s'agrippa au bord du lavabo, se demandant si elle pourrait se rendre à la cuisine où il gardait un flacon de secours. Mais elle se souvint alors que Marcus gardait toujours une boîte de voyage d'analgésiques dans sa trousse de rasage. Quelque chose à propos d'être préparé pour les maux de tête au bureau. La trousse de toilette en toile marron était posée sur le comptoir de la salle de bain où il l'avait laissée après sa douche la veille. Elle la dézippa soigneusement, le bruit paraissant anormalement fort dans le calme du matin. Ses doigts poussèrent de deux côtés son rasoir électrique, le métal argenté sentant encore légèrement son après-rasage. Une petite bouteille de Cologne, un shampoing format voyage, du fil dentaire. Elle fouilla plus profondément, cherchant le cliquetis familier d'un flacon de pilule. Ses doigts touchèrent du carton à la place. Un emballage médicinal lisse qui semblait étrange. Elle le sortit, plissant les yeux à travers le brouillard de la migraine pour lire le texte. Plan B, One Step, contraceptif d'urgence. Les mots nageaient devant ses yeux, mais leur signification était parfaitement claire. À travers l'emballage, elle pouvait voir 2 plaquettes en dessous, les pilules visibles dans leur compartiment scellé. La migraine fut oubliée. Vera fixait le paquet, son esprit luttant pour comprendre ce qu'elle voyait. Elle le retourna, lisant les instructions, les avertissements, comme si le texte pouvait soudainement se transformer en quelque chose qui avait un sens. Leur vie sexuelle avait été pratiquement inexistante depuis des années, pas depuis Ruby. Aucun d'eux ne pouvait supporter ce genre d'intimité, pas avec le poids de l'absence de leur fille qui les écrasait tous les deux. Les rares fois où ils avaient essayé s'étaient terminés avec Vera en larmes, voyant le visage de Ruby chaque fois qu'elle fermait les yeux. Un reçu était glissé sous l'emballage. Elle le déplia de ses doigts tremblants. Pharmacie CVS. La date datait de la semaine dernière. Mardi. Marcus avait dit qu'il travaillait tard mardi. Une maintenance de serveur qui ne pouvait pas attendre. Des pas lourds dans l'escalier. Marcus revenait de son jogging matinal. Elle pouvait entendre sa respiration laborieuse, le grincement de ses chaussures de course sur le parquet. Vera resta figée, le paquet toujours dans sa main alors qu'il poussait la porte de la salle de bain. Il était encore en short de course et un débardeur taché de sueur avec des rayures horizontales, son visage rougi par l'effort. Ses yeux se posèrent immédiatement sur ce qu'elle tenait et elle vit son expression passer de la confusion à quelque chose d'autre, quelque chose de tranchant et dangereux. « À qui sont ces pilules ?» Sa voix sortit comme un murmure, à peine audible. Elle s'éclaircit la gorge, essaya à nouveau. « Marcus, à qui sont ces pilules ?» La réponse semblait évidente. Une autre femme, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui pouvait lui donner ce qu'elle ne pouvait plus. Quelqu'un qui ne pleurait pas quand il la touchait, qui ne voyait pas le visage de leur fille morte dans les moments de calme. La trahison était profonde, mais c'était presque un soulagement d'avoir une raison pour la distance entre eux. Marcus bougea plus vite qu'elle ne s'y attendait. Il lui arracha le paquet des mains, son visage se tordant de rage. « Espèce de paranoïaque !» cracha-t-il, et le venin dans sa voix la fit reculer. « Tu fouillais dans mes affaires ? C'est ce que tu fais pendant que j'essaie de me maintenir en bonne santé ? Je cherchais de l'ibuprofène. »« Des conneries ?» Sa voix tonnait dans la petite salle de bain. « Tu cherches toujours des problèmes, tu inventes toujours des choses pour être contrarié parce que tu ne peux pas accepter qu'elle soit partie. » Il pointa son doigt vers son visage, assez près pour qu'elle puisse sentir la sueur sur lui. « Ruby est morte, Vera. Elle est morte depuis 12 ans et tu es tellement perturbé que tu vois de la trahison partout. » Les mots frappèrent comme des coups physiques. Vera sentit ses genoux faiblir. Ce n'était pas le bégaiement coupable auquel elle s'attendait.
L'aveu honteux d'une liaison. C'était une fureur pure et volcanique. « Tu veux savoir ce que je pense ?» continua Marcus, son visage à quelques centimètres du sien. « Je pense que tu perds la tête, tu me vois avec un contraceptif d'urgence et tu supposes immédiatement que je te trompe? Peut-être que je les ai achetés pour un collègue, peut-être qu'ils ne sont même pas à moi, mais non. Vera, la paranoïaque, doit tout ramener à elle, à la façon dont je la trahis. » Sa voix descendit en un murmure cruel. « Tout comme tu as trahi Ruby en ne la surveillant pas ce jour-là. » L'accusation lui coupa le souffle. C'était la coupure la plus profonde qu'il pouvait faire. La culpabilité qu'elle portait chaque jour, jetée à son visage comme de l'acide. Marcus passa devant elle en trombe vers la chambre. « J'ai des courses à faire, quincaillerie. Essaie de ne pas mettre la maison sans dessus-dessous pendant mon absence. » Il ouvrit violemment les tiroirs de la commode, sortant des vêtements propres avec des mouvements violents. « Marcus, s'il te plaît, je veux juste comprendre. » Il se retourna vers elle à nouveau et pendant un moment, elle crut qu'il allait la frapper. Sa main était levée, tremblante de rage. « Comprends ceci, tu as échoué en tant que mère. Tu n'as pas pu garder notre fille en sécurité dans notre propre jardin. Et maintenant, tu essaies de détruire ce qui reste de notre mariage parce que tu ne peux pas vivre avec toi-même. » Il prit son portefeuille et ses clés sur la table de nuit, la bousculant dans l'embrasure de la porte. Ses pas résonnèrent dans l'escalier, et quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claqua avec suffisamment de force pour faire trembler les fenêtres. Vera s'effondra sur le sol de la salle de bain, le dos contre le mur de carrelage froid. La maison retomba dans le silence, sauf pour sa respiration saccadée et le bruit lointain du camion de Marcus qui rugissait dans l'allée. Ses mains tremblaient, alors qu'elle les pressait contre son visage, ses mots résonnant dans le vide. Vera se releva du sol de la salle de bain. La maison semblait différente maintenant, les mots de Marcus résonnant dans son crâne comme des cloches frappées. La cruauté de son accusation, qu'elle avait failli à Ruby, échouée en tant que mère, coupait plus profondément que n'importe quel coup physique. Mais sous la douleur, quelque chose la tracassait, une note discordante dans la symphonie de sa rage. Elle avait déjà vu Marcus coupable auparavant, la fois où il avait oublié leur anniversaire et qu'elle avait trouvé le reçu de fleurs achetées à la hâte dans une station-service. Le week-end où il avait prétendu être à une conférence de travail mais était allé pêcher avec son frère. Quand il était pris dans ses petits mensonges conjugaux, Marcus devenait silencieux, les épaules affaissées, offrant des excuses balbutiées et des promesses de faire mieux. Il ne l'avait jamais attaqué, jamais été vicieux. L'explosion de ce matin semblait différente, désespérée, comme un animal acculé qui se défend. Vera se retrouva à marcher vers son bureau à domicile, ses pieds nus silencieux sur la moquette du couloir. Elle s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée. Cette pièce avait toujours été le domaine de Marcus. Il gérait toutes leurs finances, payait les factures, gérait les investissements. Une chose de moins à te soucier, avait-il toujours dit, surtout après la disparition de Ruby. Elle en avait été reconnaissante à l'époque, trop brisée pour se soucier de choses banales comme les factures d'électricité et les paiements hypothécaires. La porte n'était pas verrouillée. Il était parti si précipitamment, claquant la porte comme si le bâtiment était en feu. Elle l'ouvrit, la lumière de l'après-midi traversant les stores pour illuminer son sanctuaire. Le bureau était exactement ce à quoi elle s'attendait. Méticuleusement organisé, tout à sa place. Le bureau de Marcus dominait la pièce, sa surface dégagée à l'exception d'un calendrier de bureau et d'un pot de stylo. Des classeurs bordaient un mur, chaque tiroir étiqueté de son écriture précise. Année par année, catégorie par catégorie, l'homme qui ne pouvait pas se souvenir d'acheter de l'ibuprofène tenait des registres financiers comme un comptable de Fortune 500. Elle s'approcha du bureau lentement, comme s'il pouvait mordre. Franchir cette ligne semblait monumental, une trahison de la confiance conjugale. Mais elle se souvint alors des pilules plan B, du reçu de pharmacie de la semaine dernière, de sa réaction explosive quand elle l'avait questionné. Ses doigts trouvèrent la poignée du tiroir supérieur, relevé de cartes de crédit, organisées par mois. Le relevé actuel était posé sur le dessus, les frais énumérés en colonnes nettes. Elle parcourut les entrées familières, Station Shell, Kroger, Dunkin' Donuts. L'addiction au café matinal de Marcus, documentée par un incrément de 4,67 $. Tout semblait normal, banal, jusqu'à ce qu'elle le repère. CVS Pharmacie, Millbrook, 60 $3,19. Millbrook était à 45 minutes de là. Ils avaient 3 pharmacies à moins de 10 minutes de leur maison. Pourquoi conduire si loin pour quoi que ce soit? Vera sortit d'autres relevés, les étalant sur la surface du bureau comme des cartes de tarot révélant une fortune. Ses mains tremblaient alors qu'elle traçait les entrées de son doigt. La pharmacie de Millbrook apparaissait encore et encore, parfois une fois par mois, parfois deux. Les montants variaient. 47 $, 82 cents, 91 $, 44 cents, 55 $, 23 cents. Elle prit un crayon dans le pot de Marcus, entourant chaque frais de Millbrook. La répétition formait un schéma s'étendant sur des mois. Trop d'argent pour de simples contraceptifs. Beaucoup trop.
Elle creusa plus profondément, tirant des relevés des années précédentes. Le schéma restait cohérent, les frais de Millbrook apparaissant comme une horloge. Mais il y avait plus. Target à Millbrook, 127 $ et 34 cents. Kroger à Millbrook, 89 $ 91 cents. Toujours cette même ville, toujours des montants substantiels. Elle commença à lire les frais détaillés lorsqu'ils étaient disponibles. Déodorant pour femmes, la marque que les adolescentes préféraient, produits d'hygiène féminine. Bouteille du shampoing fruité dont elle se souvenait que Ruby la suppliait quand elle était petite, celui qui sentait les fraises. Vitamines pour enfants. Plus de pilules, plan B, achetées régulièrement. Son esprit passa en revue les possibilités. Une maîtresse avec un enfant, une famille secrète qui l'entretenait depuis des années, cela expliquerait les produits, la distance pour éviter d'être reconnu, sa rage défensive ce matin. Mais le calendrier la troublait. Ses frais remontaient à au moins 3 ans, bien avant que leur mariage ne se brise vraiment. Le tiroir verrouillé du bureau de Marcus avait toujours été un territoire interdit. Documents importants, avait-il dit, dossiers fiscaux qui doivent bien rester organisés. Elle ne l'avait jamais remis en question, respectant son besoin d'espace privé, tout comme il respectait sa salle d'artisanat. Mais maintenant, la clé était exactement là où elle s'y attendait, scotchée sous le calendrier de bureau. Marcus était prévisible dans ses habitudes, sûr de savoir qu'elle ne violerait jamais sa confiance. Le ruban adhésif se détacha facilement, la petite clé chaude dans sa paume. Le tiroir s'ouvrit en douceur, révélant des dossiers suspendus, étiquetés par année. Elle passa les anciennes déclarations fiscales, leurs déclarations conjointes qu'elle avait signées sans lire, faisant confiance à Marcus pour tout gérer correctement. Derrière leur passeport et leur certificat de mariage, tout au fond, elle trouva un dossier manille qui ne correspondait pas aux autres. Pas d'étiquette, pas d'année. À l'intérieur se trouvaient des factures de services publics. Électricité, eau, gaz, toutes pour 1847 Elm Street à Millbrook, toutes montrant une utilisation régulière, les montants suggérant une occupation à plein temps. Quelqu'un y vivait, utilisant l'électricité, faisant couler l'eau, chauffant l'espace. Les factures remontaient à des années. Le téléphone de Vera sortit instinctivement, l'appareil photo cliquant alors qu'elle documentait tout. Relevé de cartes de crédit, factures de services publics, les frais de pharmacie entourés au crayon, des preuves de... Quoi ? Elle ne le savait pas encore, mais tous ses instincts criaient que quelque chose allait terriblement mal. Une propriété locative secrète nécessiterait une divulgation, une documentation fiscale. C'était autre chose, quelque chose que Marcus avait complètement caché. Combiné avec les achats en pharmacie, les produits féminins, les pilules plan B, une image se formait qui lui donnait la nausée. Elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé, même en rescotchant la clé sous le calendrier. Les courses du samedi de Marcus prenaient toujours des heures. Quincaillerie, lavage de voiture, parfois 9 trous de golf avec ses copains. Elle avait le temps de conduire jusqu'à Millbrook, de voir cette adresse par elle-même. Quoique Marcus cachait au 1847 Elm Street, elle allait le découvrir. Le GPS indiquait 43 minutes jusqu'à Millbrook, un trajet direct sur l'autoroute 72 avant de tourner sur de plus petites routes nationales. Vera serrait le volant de sa Honda, les jointures blanches, regardant les banlieues familières céder la place à des stations-service dispersées et des champs vides. Elle avait déjà fait ce trajet, il y a des années, quand Ruby avait 2 ans, et qu'elles étaient allées cueillir des pommes dans un verger après Millbrook. Marcus s'était plaint tout le temps de la distance, avait dit qu'il y avait des vergers parfaitement bons, plus près de chez eux. Maintenant, elle comprenait pourquoi il connaissait si bien la région. Le CVS apparut en premier, ancrant un centre commercial fatigué, entre un salon de manucure et un restaurant chinois à emporter. Rien de spécial à ce sujet, lettres rouges, décolorées, portes automatiques, bannières de solde dans les vitrines. Mais c'est là que Marcus achetait ses pilules, là où il venait depuis des années selon les relevés de cartes de crédit. Elle ralentit, mais ne s'arrêta pas, suivant les directions de son téléphone plus profondément dans Millbrook. Les quartiers se détérioraient à mesure qu'elle conduisait. Des maisons coloniales bien entretenues cédant la place à des maisons plus petites avec des clôtures en mailles de chêne et des bateaux sur des blocs dans les allées. Elm Street était presque à la limite de la ville, là où le résidentiel s'épuisait en lots industriels et en bois. Son GPS annonça le dernier virage sur une route qui n'avait pas vu d'asphalte frais depuis des décennies. La rue était criblée de nids, de poules comme une zone de guerre, la forçant à ralentir à un rythme d'escargot. Les maisons étaient très éloignées ici, séparées par des terrains envahis par la végétation et occasionnellement une voiture abandonnée. Certaines propriétés montraient des signes de vie, du linge sur des cordes, des jouets dans les jardins. D'autres se tenaient vides, fenêtres sombres, herbes devenues sauvages. Les numéros étaient difficiles à lire, les boîtes aux lettres inclinées ou manquantes entièrement. 1847 Elm Street s'accroupissait au bout de la route, adossée à un enchevêtrement de bois. La première pensée de Vera fut qu'elle avait l'air malade.
La petite maison de ranch, probablement construite dans les années 60 à en juger par la ligne de toit basse et les fenêtres étroites, semblait se recroqueviller sur elle-même. Le revêtement jaune s'était décoloré à la couleur des vieux os. Le porche avant s'affaissait au milieu comme un froncement de sourcils. Mais c'étaient les fenêtres qui lui donnaient la chair de poule, chacune d'elles couverte de l'intérieur. Des rideaux lourds sur certaines, ce qui ressemblait à des journaux scotchés sur d'autres. Aucun indice de ce qui se trouvait au-delà du verre. Le jardin racontait deux histoires différentes. Les mauvaises herbes avaient envahi ce qui avait pu être des parterres de fleurs, poussant à hauteur de taille par endroits. Une boîte aux lettres rouillée s'inclinait au bord de la route, sans nom, sans numéro visible. Mais l'allée était différente. Des traces de pneus fraîches coupèrent le gravier, plusieurs ensembles se chevauchant. Des taches d'huile assombrissaient le béton près de la porte de garage fermée, le genre qui provenait d'un véhicule garé au même endroit à plusieurs reprises. Quelqu'un venait ici, régulièrement. Vera se gara 3 maisons plus loin, cachant sa Honda derrière une camionnette abandonnée qui offrait une couverture partielle. Elle coupa le moteur et resta assise à observer, cataloguant les détails. Un nouveau cadenas sur la porte à mailles de chêne, laiton brillant contre la clôture tachetée de rouille. Pas de journaux dans l'allée, pas de courrier débordant de la boîte. Le toit semblait solide, pas de bardeaux manquants ou de dommages évidents. Entretenu mais caché, un paradoxe qui lui serrait l'estomac. Étaient-ce des caméras de sécurité sous les avant-toits? Elle ne pouvait pas le dire de cette distance, mais quelque chose dans la maison semblait vigilant, comme si elle retenait son souffle, attendant. Un mouvement attira son attention. Une femme âgée en robe de chambre promenant un petit terrier, avançant lentement le long du trottoir cassé. Vera prit une décision rapide, baissant sa vitre alors que la femme approchait. « Excusez-moi », appela-t-elle, fabriquant un sourire amical. « Je suis désolée de vous déranger, je regarde des propriétés dans la région. Mon mari et moi pensons déménager. Connaissez-vous bien le quartier ?» Le visage de la femme s'illumina à la perspective d'une conversation. Elle s'approcha, son chien reniflant les pneus de Vera. « Oh, ma chérie, j'ai vécu ici 42 ans. C'était un quartier agréable, très calme. C'est toujours le cas pour la plupart. » Ses yeux se tournèrent vers 1847. « Vous ne pensez pas à celle-là, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec elle ?»« Endroit étrange, dit la femme, baissant la voix, comme si la maison pouvait entendre. Un homme va et vient à toute heure, surtout la nuit. Il conduit une camionnette sombre, une de ces grosses. Il le fait depuis des années maintenant. » Le cœur de Vera martelait. « Avez-vous déjà parlé avec lui? J'ai essayé une fois quand il a commencé à venir. Je voulais être une bonne voisine, vous savez. Mais il m'a juste fixé jusqu'à ce que je rentre chez moi, n'a jamais dit un mot. Il m'a fait sentir. » Elle frissonna malgré l'après-midi chaude. « Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Toujours seul, toujours fermant soigneusement. Quand a-t-il commencé à venir ici ?» Le terrier de la femme tira sur sa laisse, impatient de continuer leur promenade. « Voyons voir, la propriété a changé de main il y a peut-être 14, 15 ans. Un investisseur étranger jamais vu. Le visiteur nocturne a commencé à apparaître peu après. J'ai appelé la ville à propos du jardin quelquefois, mais rien ne se passe jamais. C'est juste le jardin qui vous dérange ?» La femme jeta à nouveau un coup d'œil à la maison, puis se pencha plus près. « Parfois j'entends des choses de tard dans la nuit, des machines qui tournent, comme de l'équipement de construction. Mais le matin, rien ne semble différent. Et une fois, elle hésita. Une fois, je promenais Muffin ici tard, peut-être minuit. Elle a su une vessie faible, vous savez, et j'ai vu son camion là. J'ai été curieuse, j'ai essayé de jeter un coup d'œil par-dessus la clôture. Qu'avez-vous vu? Rien, mais il a dû me repérer parce que soudainement, il était à la porte, juste debout, là dans le noir. N'a rien dit, n'a pas bougé, juste fixé, jusqu'à ce que je me dépêche de rentrer. Je ne marche plus devant là la nuit. Le téléphone de Vera sonna, brisant le moment. Le nom de Marcus sur l'écran. Elle s'excusa auprès de la femme, qui continua avec son chien, jetant un dernier regard nerveux au 1847. « Où es-tu » La voix de Marcus était tendue, contrôlée. La rage de ce matin s'était cristallisée en quelque chose de plus froid. « À l'épicerie » mentit Vera, surprise de la facilité avec laquelle cela sortait. « Je prends des choses pour le dîner. »« Quelle épicerie ?» Trop rapide, trop vif. Le Kroger sur Madison. Le mensonge se construisait de lui-même. Il n'avait plus de ton café à celui sur Fifth. Silence. Elle pouvait l'entendre respirer, pouvait l'imaginer en train de traiter ses mots, les vérifier pour déceler une tromperie. « Je suis rentré pour mon portefeuille, dit-il finalement. Je l'ai oublié ce matin. »« Oh, eh bien, je devrais être de retour bientôt. »« Bien, nous devons parler de ce matin. » La menace était subtile, mais indubitable. « Je serai à la maison à 3 heures ?»« D'accord. »« Vera ?» Sa voix baissa. « Rentre directement à la maison. » La ligne se coupa. Elle regarda l'heure, 13h47. Si elle partait maintenant, elle pourrait rentrer avant lui, maintenir le mensonge. Mais ses yeux étaient à nouveau attirés vers le 1847, vers ses fenêtres couvertes et sa présence vigilante. Elle leva son téléphone, prenant rapidement des photos.
La maison, les traces de pneus fraîches, le nouveau cadenas, des preuves de quoi, elle n'était pas sûre. Mais Marcus s'était tenu dans cette allée, avait utilisé une clé sur ce cadenas, avait disparu dans ce qui se trouvait derrière ses fenêtres couvertes. Avec un dernier regard, elle démarra sa voiture et s'éloigna, laissant la maison malade à ses secrets, pour l'instant. Vera entra dans le garage avec quelques minutes d'avance, des sacs d'épicerie pris à la hâte chez Kroger pour soutenir son mensonge. Ses mains tremblaient alors qu'elle les portait à l'intérieur. Lait, pain, café de Marcus, les articles banals qui prouvaient qu'elle avait été où elle prétendait. La maison semblait différente maintenant, infectée par la connaissance de ce ranch aux fenêtres couvertes à Millbrook. Elle avait peut-être 1 heure avant le retour de Marcus. Ses courses du samedi étaient de prévisibles. Quincaillerie pour quelques projets qu'il avait inventés, lavage de voiture, même si le camion n'était pas sale, parfois un arrêt à Home Depot pour parcourir des outils dont il n'avait pas besoin. La routine avait été la même pendant des années, réalisa-t-elle. Toujours les samedis, toujours des absences de plusieurs heures, de retour dans son bureau, Vera bougeait maintenant avec détermination. Les classeurs contenaient des décennies de leur vie ensemble, chaque document que Marcus jugeait important. Elle contourna les années récentes, l'instinct la poussant plus profondément dans le passé. Derrière les déclarations fiscales de 2008, 2009, 2010, ses doigts détrouvèrent un dossier qui semblait différent. Plus ancien, le manille usé et doux sur les bords, procuration, le document datait de 14 ans, témoigné et notarié. David Caldwell, le frère cadet de Marcus, accordant le contrôle total de ses actifs et propriétés à Marcus. Le jargon juridique était dense, mais la signification claire, Marcus pouvait agir comme David dans toutes les affaires financières. Les souvenirs revinrent en flot. David à leur table à manger, excité par la Thaïlande. Une opportunité d'import-export, une chance de finalement gagner de l'argent réel. Il avait 35 ans alors, poursuivant encore des rêves, tandis que Marcus s'était déjà installé dans la vie de famille. « J'ai juste besoin de quelqu'un pour surveiller les propriétés locatives », avait dit David, glissant des papiers à Marcus. Collecter les loyers, gérer les réparations, quelques mois, peut-être 1 an. Vera se souvenait de l'avoir taquiné à propos de trouver une épouse thaïlandaise, tandis que Ruby, 4 ans, coloriait à la table la langue sortie en concentration. David avait ri, ébouriffé les cheveux de Ruby, promis de lui rapporter une robe de princesse de Bangkok. 2 maisons à gérer, c'est ce que Marcus lui avait dit. Rien de compliqué. Ils avaient décollecté des loyers pendant un moment, des chèques arrivant mensuellement que Marcus déposait sur un compte séparé. Puis, il avait dit que David voulait vendre, plus facile que de gérer depuis l'étranger. Les propriétés avaient disparu l'année suivante, ou du moins c'est ce qu'elle avait cru. Mais Elm Street, ce ranch délabré avec ses fenêtres couvertes, ce devait être l'une d'elles. La chronologie lui serrait l'estomac. David était parti 2 ans avant la disparition de Ruby. 2 ans. La voisine âgée avait dit que les visites nocturnes avaient commencé peu après que la propriété ait changé de main. Toutes ces années de Marcus allant et venant, et elle n'avait jamais posé de questions. Elle prit le livre de bébé de Ruby de l'étagère où il vivait entre les albums photos. Son poids, la couverture rose, décolorée avec ses ours en peluche gaufrée, lui amenait les larmes aux yeux. À l'intérieur, la vie de sa fille documentée avec soin. Premier sourire, première dent, premier pas. Les pages après l'âge de 4 ans étaient de vide, attendant des jalons qui ne vinrent jamais. Les dernières photos étaient de la fête du 4e anniversaire de Ruby. Leur jardin transformé avec des serpentins et des ballons, une douzaine d'enfants d'âge préscolaire criant de joie. Le visage de Ruby couvert de glaçage au chocolat, sourire édenté alors qu'elle soufflait les bougies. Marcus à côté d'elle, les dents avec le vœu. Puis la dernière photo, prise la veille de sa disparition. Vera la traça du doigt. Ruby dans le bac à sable que Marcus avait construit ce printemps-là, portant son t-shirt rose préféré avec l'imprimé papillon. Ses cheveux blonds captèrent le soleil de l'après-midi comme de leur filet. Elle regardait l'appareil photo, Vera, avec une telle confiance, un tel bonheur parfait, en sécurité dans son propre jardin, en sécurité avec ses parents juste à l'intérieur. Vera se força à étudier Marcus sur ses photos. Son sourire atteignait ses yeux alors, semblait authentique. Le père fier, le mari dévoué, mais maintenant, sachant à propos d'Elm Street, des visites nocturnes qui avaient commencé des années avant la disparition de Ruby, ce sourire semblait différent. Calculateur, patient. Son esprit reculait contre la suspicion qui se formait. C'était impossible, obscène, mais les pièces continuèrent de s'assembler avec une horrible précision. Elle trouva leur calendrier de 2012 dans la boîte à souvenirs, préservé parce qu'il contenait le dernier rendez-vous de jeu prévu de Ruby, sa dernière leçon de natation. L'horaire de travail de Marcus était marqué de son écriture soignée. Seulement des quarts de jour à l'entreprise informatique, heures régulières, à la maison à 6 heures tous les soirs. La promotion au poste d'administrateur système n'était pas encore arrivée. Mais après la disparition de Ruby, elle tourna les pages vers les semaines suivantes, les premiers jours frénétiques non marqués, quand le temps n'avait pas de sens,
Puis, 2 semaines après la disparition de Ruby, quand le FBI a réduit leurs recherches et que les volontaires sont rentrés chez eux, l'horaire de Marcus a changé. Des quarts de nuit sont apparus. Maintenance du système, avait-il expliqué, des serveurs qui ne pouvaient être mis à jour que lorsque le bureau était vide. La promotion l'exigeait, venait avec une augmentation dont ils avaient désespérément besoin pour le détective privé. Elle avait été trop brisée pour remettre cela en question, reconnaissante même qu'il puisse fonctionner suffisamment pour travailler alors qu'elle pouvait à peine quitter la chambre de Ruby. De retour dans le classeur, elle creusa plus profondément dans le dossier de procuration. Plus de documents, des transferts qu'elle n'avait jamais vus. Des propriétés passant du nom de David à quelque chose appelé DMC Holdings, LLC. Les signatures étaient celles de Marcus, parfaitement légales avec la procuration. Une recherche web sur son téléphone montrait que DMC Holdings avait été dissous en 2015 sans information de transfert, sans actifs listés. Mais Elm Street restait, d'une manière ou d'une autre, hors des livres de la ville, impôts payés depuis un compte fantôme existant dans une zone grise juridique qui permettait à un homme de visiter la nuit pendant des années sans question. Son téléphone vibra. « Marcus, je rentre, 15 minutes ». Les mains de Vera bougeaient rapidement, photographiant la procuration, les transferts de propriété, les pages du calendrier. Des preuves de quelque chose de monstrueux prenant forme dans son esprit, mais encore trop terrible pour être pleinement reconnu. Elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé, ferma le classeur avec un léger clic. Dans la cuisine, elle s'occupa à déballer les courses, chaque article ordinaire, œufs, jus, céréales, semblant surréaliste face à l'horreur qui montait dans sa poitrine. La maison ressemblait maintenant à une scène de crime, chaque pièce contenant des preuves potentielles de quelque chose d'indicible. Quand le camion de Marcus gronda dans l'allée, elle était prête. Courses rangées, café en préparation, une épouse rentrée de course. Normale, sauf pour la connaissance qui brûlait comme de l'acide dans son esprit. Son mari avait gardé la propriété de son frère secrète pendant 14 ans, visitant la nuit, achetant des fournitures pour filles et des contraceptifs d'urgence. Les faits pointaient vers une conclusion impossible, mais son cœur ne pouvait pas l'accepter. Pas encore, pas avant de savoir ce qui se cachait derrière ces fenêtres couvertes sur Elm Street. Vera entendit le camion de Marcus gronder dans l'allée, le son familier maintenant sinistre avec la nouvelle connaissance. Son esprit passait en revue les options. Elle devait retourner à Elm Street ce soir, devait savoir ce qui se cachait derrière ces fenêtres couvertes. Mais d'abord, elle devait survivre à ce qui allait suivre avec Marcus. D'instinct, elle se positionna au bas des escaliers, agrippant la rampe. Alors que sa clé tournait dans la serrure, elle laissa échapper un cri aigu de douleur. « Marcus, Dieu merci, tu es rentré ? Peux-tu m'aider ?» Il apparut dans l'embrasure de la porte, la remplissant de ses larges épaules. Quelque chose était différent. Il avait changé de vêtements depuis sa sortie explosive ce matin. Le débardeur rayé avait disparu, remplacé par un polo propre. L'eau de Cologne fraîche ne pouvait pas tout à fait masquer l'odeur âcre de sueur en dessous. Son expression était soigneusement neutre, mais ses yeux se déplaçaient sur elle avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Que s'est-il passé ?» Sa voix ne contenait aucune chaleur, juste une enquête plate. « Je me suis tordu la cheville en portant les courses. Je pense que c'est peut-être une entorse. » Elle déplaça son poids, grimaçant pour l'effet. Marcus s'approcha lentement, chaque pas mesuré. Il ne regardait pas sa cheville. Son regard restait fixé sur son visage, étudiant ses traits, comme s'il lisait une carte, ou cherchait des mensonges. « Quelle cheville ?» La question sortit brusquement. « La gauche. J'ai raté la marche du garage. » Ses mains étaient étonnamment douces alors qu'il l'aidait à aller jusqu'au canapé du salon, soutenant son poids avec une aisance pratiquée. Mais la douceur semblait performative, comme un acteur frappant ses marques. Une fois qu'elle fut installée, il s'agenouilla à côté d'elle, les doigts sondant sa cheville à travers sa chaussette. « Ici ?» Il appuya contre l'articulation. « Et ici ?» Elle grimaça sur commande, jouant la douleur. Son toucher était clinique, méthodique. « Comment exactement es-tu tombé ? Montre-moi la position. »« Je viens, mon pied a mal tourné. Est-ce que ça importe ?» Tout importe. Ses yeux forèrent dans les siens. « À quelle épicerie es-tu allé ? Le reçu devrait avoir un horodatage. »« Kroger sur Madison, comme je te l'ai dit au téléphone ?» Ses doigts continuaient leur examen. « Est-ce que quelqu'un t'a vu tomber ? Peut-être offert de l'aide ?» Les questions ressemblaient à un test, chacune sondant pour des incohérences. Elle garda ses réponses simples, plausibles. Oui, sa cheville lui faisait mal. Non, personne ne l'avait vu tomber. Oui, elle avait rangé les courses avant de s'asseoir. « Je vais te chercher de la glace, » dit-il finalement, se levant. Pendant qu'il était dans la cuisine, les yeux de Vera se portèrent sur la table d'entrée. Ses clés y étaient posées à leur place habituelle, mais le trousseau semblait différent, plus lourd. Avec les clés familières, maison, camion, bureau, elle en compta au moins 3 qu'elle ne reconnaissait pas. L'une était en laiton d'apparence coûteuse, de la même marque de haute sécurité que le cadenas qu'elle avait vu sur la porte d'Elm Street.
Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Diane. Surprise! À 25 minutes, j'apporte du vin et j'ai besoin de parler entre filles. Marcus ferait mieux de ne pas te monopoliser. Le cœur de Vera sombra. La dernière chose dont elle avait besoin était l'énergie chaotique de Diane, compliquant une situation déjà dangereuse. Mais annuler soulèverait des questions, surtout si Marcus voyait le message. Il revint avec de la glace enveloppée dans un torchon, s'agenouillant à nouveau pour l'appliquer sur sa cheville. De si près, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués auparavant, des égratignures fraîches sur ses jointures, le genre qui venait de branches ou d'ongles. L'une était assez profonde pour avoir saigné récemment. « Qu'est-il arrivé à tes mains ?» Il baissa les yeux, semblant surpris. « Oh, j'ai dû aider à dégager des broussailles au quai de chargement de la quincaillerie. Une nouvelle livraison s'est accrochée à des arbres envahis. Le mensonge venait si facilement, si naturellement. Combien d'autres mensonges avait-elle manqué au fil des ans? Marcus s'installa à côté d'elle sur le canapé, plus près que nécessaire. Son bras s'étendit sur les coussins arrière, ne la touchant pas tout à fait mais marquant son territoire. « Nous devrions parler de ce matin. Marcus, je... » « Non, laisse-moi finir. » Sa voix avait changé pour quelque chose de raisonnable, presque attentionné. La voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « J'ai réfléchi pendant mes courses. Peut-être que tu avais raison de t'inquiéter. Pas à propos de ce que tu penses, ajouta-t-il rapidement, mais à propos de nous, notre communication. Peut-être devrions-nous essayer la thérapie à nouveau. » La suggestion était si inattendue, si normale, que pendant un moment, Vera douta de tout ce qu'elle avait découvert. Puis elle vit ses yeux, toujours vigilants, toujours calculateurs. C'était une performance, pas de la contrition. « Je sais que j'ai été dur ce matin, continua-t-il. Dis des choses que je n'aurais pas dû. À propos de Ruby, à propos de toi en tant que mère, c'était cruel. » Elle se força à hocher la tête, jouant le jeu. « Nous avons tous les deux dit des choses, quand même. » Sa main tomba sur son épaule, la serrant doucement. Trop doucement, comme s'il se rappelait de ne pas serrer plus fort. « Nous devrions travailler sur nous. Mais d'abord, je pourrais avoir besoin d'aller au bureau ce soir. Un problème de serveur qui ne peut pas attendre jusqu'à lundi. Voilà. » L'excuse qui l'emmènerait à Elm Street après la tombée de la nuit, tout comme la voisine l'avait décrit. Le mensonge coulait comme de l'eau, pratiqué et fluide. Avant qu'elle puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Diane entra sans frapper, comme d'habitude portant une bouteille de vin et un plateau de charcuterie surdimensionné. « Surprise, sœurette, j'espère que tu n'es pas... Oh, que s'est-il passé ?» Elle remarqua finalement le pied élevé de Vera, la poche de glace. « Juste une cheville tordue, » dit Vera. « Rien de grave. » Diane passa immédiatement en mode infirmière, malgré n'avoir aucune formation médicale au-delà de WebMD. Elle déposa ses offrandes sur la table basse et commença à examiner la cheville de Vera avec un enthousiasme qui fit reculer Marcus. « Tu dois faire plus attention » bavardait Diane, inconsciente de la tension dans la pièce. « Oh, Marcus, bien, tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu en conduisant. Cette maison abandonnée effrayante sur Elm ? La jaune qui a l'air de devoir être condamnée. Je jure que j'ai vu ton camion là-bas plus tôt. Tu retapes des maisons maintenant sans nous le dire. » La température dans la pièce chuta. Marcus devint très immobile. Le rétablissement de Marcus fut rapide, presque impressionnant. L'immobilité dura à peine 2 secondes avant qu'il ne rit, secouant la tête avec un amusement pratiqué. « Diane, il doit y avoir 50 camionnettes sombres dans cette ville. La moitié d'entre elles ont probablement des autocollants de vétérans. » Sa voix portait juste la bonne note de rejet désinvolte. Cette maison est vide depuis des années. La ville devrait la condamner, honnêtement. Mais Vera attrapa les micro-expressions, le resserrement autour de ses yeux, la dilatation presque imperceptible de ses narines, la façon dont sa mâchoire se serra avant que le sourire facile n'apparaisse. Comme regarder un masque se mettre en place. « Je ne sais pas, » dit Diane, se versant plus de vin. Elle ressemblait exactement à la tienne, même marche-pied chromée et tout. Beaucoup de camions ont ça. Marcus se leva brusquement, se déplaçant vers Vera. « Je devrais vérifier ta cheville correctement. M'assurer qu'elle n'est pas pire que ce que nous pensions. Laisse-moi t'aider à monter te reposer. Je vais bien ici. Non, tu dois l'élever correctement. » Sa main se referma sur son bras supérieur, assez fermement, pour ne permettre aucun argument. « Ordre du médecin, tu te souviens ? De quand je me suis foulé la mienne l'année dernière. » Elle ne se souvenait pas qu'il se soit foulé quoi que ce soit l'année dernière, mais ses doigts la tirèrent déjà vers le haut. La prise n'était pas exactement douloureuse, mais elle communiquait clairement. Elle venait avec lui qu'elle le veuille ou non. « Oh, ne sois pas une telle mère poule, Marcus » rit Diane, toujours inconsciente des courants sous-jacents. « Elle va bien sur le canapé. D'ailleurs, je viens d'arriver. » Elle prit une autre gorgée de vin, s'installant plus profondément dans son fauteuil. « Alors, parle-moi de cette histoire de maison. Tu sais que j'ai conduit devant 2 fois parce que mon GPS est devenu fou. Il continuait d'essayer de me faire passer par une route fermée. Mais oui, la 2e fois, j'ai définitivement vu ton camion. J'ai reconnu l'autocollant de vétéran, celui avec le drapeau que Ruby a choisi. Tu te souviens ?» Les doigts de Marcus se resserrèrent involontairement sur le bras de Vera.
Le nom de Ruby dans la bouche de Diane semblait lui causer une douleur physique. « Tu dois être confuse, dit-il, mais le rejet vint trop rapide, trop vif. Contrairement au Marcus qui d'habitude tolérait les histoires de Diane, qui jouait le beau-frère patient. Peut-être que tu devrais rentrer chez toi avant que la circulation ne devienne mauvaise. Tu sais comment la 495 devient le samedi. Diane cligna des yeux à la suggestion abrupte. Il est à peine 4 heures. Quand même. La voix de Marcus portait maintenant une tranche. Vera a besoin de repos. Et, en fait, j'ai besoin d'utiliser la salle de bain d'abord, interrompit Vera, s'éloignant de sa prise. Quelque chose passa entre les sœurs, une vie de communication silencieuse qui excluait Marcus. Les yeux de Diane se rétrécirent légèrement, captant finalement l'attention. « Pas de précipitation ici » dit Diane, se versant délibérément plus de vin. « Alors, Marcus, ce collègue, qui s'intéresse à l'immobilier, quelqu'un que je connais, peut-être que je peux lui donner quelques conseils. Tu sais que j'ai aidé les Johnson quand ils ont acheté cette maison à retaper. » L'explication de Marcus sortit embrouillée, trop détaillée et pourtant ne faisant aucun sens. Tom de la comptabilité. Ou était-ce Tim des systèmes, à la recherche de propriétés d'investissement, ou peut-être une maison à retaper pour y vivre? L'histoire changeait à chaque phrase, termes techniques immobiliers mélangés avec du jargon informatique. Vera remarqua les égratignures sur ses mains alors qu'il gesticulait, l'une saignant encore fraîchement, qu'il essuyait distraitement sur son jean. Elle s'échappa vers la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle, ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone, composant le 911 avec des doigts tremblants. 911, quelle est-ce votre urgence? S'il vous plaît, murmura-t-elle, ouvrant le robinet pour masquer sa voix. Je pense que mon mari retient quelqu'un captif. Une maison au 1847 Elm Street, à Millbrook. Vous devez envoyer quelqu'un maintenant. Madame, pouvez-vous parler plus fort? Êtes-vous en danger immédiat? Je pense qu'il pourrait avoir notre fille là-bas. Elle a disparu il y a 12 ans, quand elle avait 4 ans. Ruby Caldwell. S'il vous plaît, vérifiez vos dossiers. Il va dans cette maison depuis des années, achetant des fournitures pour filles, des pilules plan B. Madame, c'est une accusation très sérieuse. Quelles preuves avez-vous? Les mots sortirent en cascade, registre de propriété, relevé de carte de crédit, le témoignage de la voisine sur les visites nocturnes. Même à ses propres oreilles, cela semblait fragmenté. Les divagations paranoïaques d'une mère en deuil. Nous pouvons envoyer une voiture de patrouille vérifier la propriété, dit l'opérateur, professionnel mais sceptique, mais sans preuve concrète d'un crime en cours. Un coup sec fit trembler la porte. Vera, tout va bien là-dedans? La voix de Marcus, trop proche, comme s'il avait écouté. Bien, juste une minute. Elle tira la chasse d'eau, fit couler l'eau dans le lavabo. À l'opérateur, s'il vous plaît, vérifiez juste 1847 Elm Street, s'il vous plaît. Elle termina l'appel, s'éclaboussant le visage d'eau avant d'ouvrir la porte. Marcus se tenait à quelques centimètres, si près qu'elle devait se presser contre le cadre de la porte pour éviter de le toucher. Ses yeux scrutaient son visage avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Tu étais là un bon moment. Tu étais là un bon moment. » Estomac dérangé, doit être le stress de la cheville. Son regard tomba sur ses mains, stable maintenant, puis revint à son visage. « À qui parlais-tu? »« Quoi? Personne, je ne parlais. » J'ai entendu des voix à Vera. Son ton était décontracté, mais son corps bloquait sa sortie. « Étais-tu au téléphone ?» Du salon, la voix de Diane résonna joyeusement. « Je commande des pizzas. Que veut tout le monde? Marcus, je sais que tu détestes les champignons. » La question banale brisa le moment. Marcus recula juste assez pour que Vera puisse se faufiler, mais sa main trouva le bas de son dos, la guidant avec une fausse sollicitude vers le salon. Le toucher ressemblait à une menace. Diane avait son téléphone sorti, l'application de pizza ouverte. Il y a ce nouveau endroit qui livre. Les avis sont incroyables. Vera, ton habituelle végétarienne suprême? Ça me va? Réussit à dire Vera, s'enfonçant dans le canapé. Marcus s'assit immédiatement à côté d'elle, plus près que nécessaire, son bras s'installant autour de ses épaules. Pour Diane, cela semblait probablement affectueux. Pour Vera, cela ressemblait à être maintenu en place. « Je dois vraiment aller au bureau bientôt », dit Marcus, vérifiant son téléphone pour la 3e fois en autant de minutes. « Problème critique de serveur, ça ne peut pas attendre jusqu'à lundi. » « Oh, quel genre de problème ?» Diane se redressa. « Tu sais que je fais de la consultation informatique maintenant, non? Peut-être que je peux aider. » L'explication de Marcus s'effondra presque immédiatement. Il mentionna des bases de données SQL quand il voulait dire des serveurs, confondit les commandes Linux avec les protocoles Windows. Pour quelqu'un qui avait travaillé dans l'informatique pendant 15 ans, les erreurs étaient flagrantes. Les sourcils de Diane se levèrent à chaque erreur. « Ça ne semble pas correct, » dit-elle lentement. « Es-tu sûr que tu… » Le téléphone de Marcus vibra. Il le saisit rapidement, trop rapidement, tournant l'écran alors qu'il tapait. Sa mâchoire était serrée, ses doigts volant sur le clavier avec urgence. Envoyant un message à quelqu'un, avertissant quelqu'un, la possibilité horrifique s'abattit sur Vera comme de l'eau glacée. Si Ruby était vivante, si elle était dans cette maison, Marcus était-il en train de lui dire de se cacher?
De rester silencieuse quand la police arriverait, sa fille pourrait être à 45 minutes, pourrait avoir été si proche pendant 12 ans, et il l'avertissait que maman s'approchait trop de la vérité. Elle se leva brusquement, la pièce tournant. « J'ai besoin d'air ». Marcus se leva avec elle, inévitable comme la gravité. Sa main trouva son coude, la stabilisant ou la retenant, elle ne pouvait pas dire lequel. « Tu devrais te reposer, dit-il. Tu n'as pas l'air bien. » Derrière eux, Diane posa son verre de vin avec un clic net. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ici ?» Vera chancela dramatiquement, laissant ses genoux fléchir juste assez pour vendre la performance. La cheville qu'elle était censée avoir tordue ne pouvait soudainement plus supporter son poids. Diane sauta de sa chaise, le vin s'agitant, tendant la main pour soutenir sa sœur. « Wow, attention !» Dans ce moment de chaos chorégraphié, la main de Vera se tendit vers la table d'entrée. Ses doigts se refermèrent sur les clés de Marcus, le lourd trousseau avec sa collection de laitons familiers et inconnus. Le métal était chaud, comme s'il avait absorbé sa chaleur corporelle. Marcus bougea plus vite qu'elle ne l'avait jamais vu bouger. Sa main se referma sur son poignet, comme un étau, toute apparence s'évaporant en un instant. Le mari attentionné, le partenaire concerné, ce masque ne glissa pas seulement, il se brisa complètement. « Rends-les-moi !» Sa voix était basse, dangereuse, dépouillée de toute chaleur. Ses doigts s'enfonçaient dans les os délicats de son poignet, assez fort pour laisser des bleus, assez fort pour la faire halter. « Marcus, qu'est-ce que… » Diane essaya de se placer entre eux, mais la main libre de Marcus la poussa de côté. Pas doucement. « Les clés, Vera, maintenant, yaya. Lâche-la !» Diane retrouva son équilibre, téléphone déjà en main. « J'appelle la police !» Ces secondes s'étirèrent comme du caramel tiré. Vera pouvait voir Marcus calculer, ses yeux passant entre son visage, les clés, le téléphone de Diane. Elle le vit décider, vit le moment où il réalisa qu'il avait révélé trop, était allé trop loin. Sa prise se desserra légèrement. C'était suffisant. Vera se libéra et courut. Derrière elle, le cri de Diane se mêla au rugissement de fureur de Marcus. Sa cheville prétendument blessée fonctionnait parfaitement alors qu'elle sprintait à travers la porte d'entrée, à travers la pelouse, les clés serrées si fort qu'elle coupait sa paume. Le camion de Marcus était garé dans l'allée comme un complice en attente. Elle ne regarda pas en arrière, enfonçant la clé dans le contact. Le moteur rugit alors que Marcus sortait de la maison. Dans le rétroviseur, elle le vit courir vers la Honda de Diane, vit sa sœur essayant de bloquer son chemin, le vit la pousser de côté à nouveau. Les pneus du camion crissèrent alors que Vera reculait sauvagement, heurtant la boîte aux lettres. Puis elle accélérait dans leur rue de banlieue tranquille, le compteur de vitesse dépassant toutes les limites légales. Son téléphone était déjà à son oreille, le 911 composé d'une main tremblante tandis que l'autre luttait avec le volant. La maison sur Elm Street, 1847 Elm à Millbrook, ma fille était là. Ruby Caldwell, elle est là depuis 12 ans. Mon mari là, s'il vous plaît. Vous devez envoyer tout le monde. Madame, est-ce la même? Oui. Elle hurla dans le téléphone, grillant un feu rouge. Même appelante, même adresse, mais j'y vais maintenant. Il vient aussi. Il est juste derrière moi. Elle est dans le sous-sol, je le sais. Des unités sont en route, madame, mais vous devez attendre. Vera jeta le téléphone sur le siège passager. 43 minutes, dans une circulation normale, mais normale, était pour les gens dont les filles n'avaient pas été volées, n'avaient pas été gardées comme prisonnières pendant plus d'une décennie. Elle connaissait les raccourcis de Marcus. Il les avait conduits assez de fois, pensant qu'elle ne faisait pas attention. Mais elle connaissait aussi les routes secondaires, les moyens de contourner les zones de construction et les feux rouges. 25 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu, conduisant comme si la mort elle-même la poursuivait. Peut-être que c'était le cas. Elm Street se matérialisa dans le crépuscule grandissant, la maison malade accroupie à son extrémité. Le cadenas en laiton brillait sur la porte, mais Vera ne ralentit pas. Le camion s'écrasa à travers dans une explosion de métal et de mailles de chaîne, la porte s'enroulant autour du pare-choc avant avec un cri. Elle continua fonçant dans les marches du Porsche avant d'arrêter le moteur. La porte d'entrée renforcée aurait tout aussi bien pu être faite de papier. L'adrénaline lui donna une force surhumaine. Quand elle ne céda pas à son épaule, elle saisit une bêche de jardin du jardin envahi, son manche rugueux de rouille et de négligence. La fenêtre avant se brisa sous son assaut, le verre de sécurité cascadant vers l'intérieur. « Ruby !» Elle cria à travers la fenêtre brisée. « Ruby, c'est maman !» Elle dégagea le verre avec la bêche et grimpa, tombant dans un salon qui semblait dérangeant de normalité. Meubles datés, surface propre, une télévision du début des années 2000, comme une capsule temporelle. Mais les verrous industriels sur chaque porte intérieure racontaient une histoire différente. Cuisine. Elle bougeait par instinct, trouvant un espace qui aurait dû être ordinaire mais semblait comme une façade. Tout trop propre, trop organisé. Et là, une porte qui aurait dû mener à un garde-manger mais arborait 3 lourds verrous, tous engagés. D'en dessous, étouffée par les murs et la distance, elle entendit un mouvement, une voix, jeune et terrifiée. « Papa ?» Le monde bascula. Les mains de Vera tremblaient alors qu'elle attaquait les verrous.
Mais ils étaient conçus pour garder les gens à l'intérieur, pas à l'extérieur. Elle avait besoin des clés, les clés de Marcus. Elle les avait toujours, serrées si fort que ses doigts étaient engourdis. La clé en laiton glissa, les mécanismes s'ouvrant un par un. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant des escaliers descendant dans l'obscurité. Un sous-sol qui semblait faux, qui ne devrait pas exister sous cette maison ordinaire. L'odeur la frappa, nettoyant industriel sur quelque chose d'autre, quelque chose d'humain et de désespéré. « Papa, j'ai été sage, je n'ai pas fait de bruit. » Cette voix, plus haute que dans ses souvenirs mais avec la même cadence, le même léger zézément sur les S. Vera vola dans les escaliers, trouvant une autre porte en bas, celle-ci avec une petite fenêtre renforcée. Un visage apparut dans cette fenêtre et les genoux de Vera cédèrent d'eau presque. 16 ans, cheveux blonds longs et emmêlés, pâle comme du papier après des années sans soleil. Mais les yeux, ces yeux verts dont elle avait compté les cils quand Ruby était bébé, étaient les mêmes. « Ruby, oh mon Dieu, Ruby, c'est maman. Je suis là pour te ramener à la maison. » La fille, parce qu'elle était une fille maintenant, pas le bambin volé de leur jardin, recula de la porte. La peur tordait ses traits, le genre de terreur profonde qui venait d'années de conditionnement. « Je ne te connais pas. Où est papa ? Il a dit que personne n'était autorisé ici. J'ai été sage, je promets que j'ai été sage. » Le cœur de Vera se brisa. Elle attaqua la porte avec la bêche, le bois se brisant sous son assaut. Derrière la porte, Ruby se recroquevillait dans le coin, les mains sur les oreilles, gémissant comme un animal blessé. Des pas lourds dans les escaliers. Marcus, respirant fort, son visage tordu de rage et de quelque chose d'autre. Possessivité. « Tu ne comprends pas, halta-t-il, tendant la main vers elle. Elle est malade, elle a besoin de soins spéciaux. Je l'ai protégée du monde, des gens qui lui feraient du mal. »« Tu l'as volé ?» Vera balança la bêche dans un large arc, le frappant à la tempe. « Tu as volé notre bébé !» Il chancela, mais ne tomba pas, le sang coulant sur son visage. « Elle est à moi. Je l'ai sauvée, je l'ai gardée en sécurité. » Ses mains atteignirent sa gorge, mais des sirènes hurlaient « Dehors maintenant !» Voix de police, bottes sur les planchers au-dessus. Marcus se figea, regardant entre Vera et la porte où Ruby se blottissait, et elle le vit faire un dernier calcul. « Ruby, souviens-toi de ce que papa t'a appris, » appela-t-il. « Souviens-toi de nos leçons ?» Puis la police était là, arme dégainée, criant des ordres. Marcus tomba à genoux, main derrière la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais la porte, ne quittèrent jamais sa prisonnière. Ils durent couper la porte. À l'intérieur, ils trouvèrent 12 ans d'horreur déguisés en soins. Un petit lit avec des contraintes, des toilettes chimiques, des manuels scolaires pour l'enseignement à domicile, progressant de la maternelle au lycée, des bouteilles de pilules, sédatifs, antipsychotiques, contraceptifs, les emballages plan B, utilisés et jetés. Et Ruby, vivante mais brisée, demandant pourquoi il faisait du mal à son papa, les suppliant de le laisser partir, promettant qu'elle avait été sage, si sage, elle n'avait pas essayé de partir même quand la porte était ouverte, parce qu'après 12 ans, elle avait oublié qu'il y avait un autre endroit où aller. L'aile psychiatrique de l'hôpital général de Millbrook semblait un autre monde. Murs blancs, stériles, portes verrouillées avec du verre renforcé, le son distant de quelqu'un qui pleure. Vera se tenait à la fenêtre d'observation, les mains pressées contre la surface froide, regardant l'étrangère qui était sa fille. Ruby était assise sur le lit étroit, genoux ramenés contre sa poitrine, bras serrés autour d'eux. Elle se balançait dans un rythme qui semblait à la fois apaisant et désespéré. Portant toujours les mêmes vêtements dans lesquels il l'avait dû trouver, un t-shirt décoloré qui avait été lavé trop de fois, un pantalon de survêtement qui n'atteignait plus tout à fait ses chevilles. Quelqu'un avait essayé de brosser ses cheveux blonds emmêlés, mais elle les avait repoussés. Elle ne laissera aucun membre du personnel féminin s'approcher d'elle, dit doucement le docteur Patel, la spécialiste des traumatismes, à côté de Vera. Seulement des officiers et médecins masculins. Elle continue de demander quand son père viendra la chercher, demandant si elle est en difficulté pour avoir parlé à des étrangers, c'est-à-dire vous et la police. La gorge de Vera se serra. Elle l'a appelé papa. Même quand elle était terrifiée, elle a appelé son père. Syndrome de Stockholm dans sa forme la plus extrême, combiné avec 12 ans de conditionnement, d'isolement et... Dr Patel fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Contrôle psychologique complet. Dans son esprit, Marcus n'est pas son ravisseur. Il est son protecteur, son monde entier. Nous sommes la menace. Le détective Morrison s'approcha, tenant une tablette. C'était une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils qui avait vu trop de choses. « Madame Caldwell, j'ai besoin de vous montrer certaines choses que nous avons trouvées. C'est difficile, mais cela pourrait vous aider à comprendre ce que Ruby a traversé. » Ils se déplacèrent vers une petite salle de conférence. La détective fit apparaître des images sur la tablette. « Pas les pires », assura-t-elle rapidement, juste des preuves dont ils devaient discuter. Une pièce verrouillée au 2e étage de la maison d'Elm Street avait révélé des centaines de photographies, des enfants dans des aires de jeu, des écoles, des piscines publiques, toutes prises à distance,
toutes se concentrant sur des filles entre 3 et 6 ans. Certaines remontent à 20 ans, dit Morrison. Bien avant la naissance de Ruby, nous avons vérifié, aucun autre enfant disparu ne correspond à ces photos. Votre fille semble avoir été sa seule victime. Mais il planifiait, termina Vera, la nausée montant, attendant. Sa propre fille était la cible la plus facile. Déjà dans sa maison, lui faisant déjà confiance, Morrison passa à un autre écran. Nous avons trouvé des journaux, des comptes détaillés commençant quand Ruby avait 2 ans. Il la conditionnait déjà, lui apprenant que son attention était spéciale, que les secrets étaient de normaux. Au moment où il l'a prise, elle avait été programmée pour l'accepter. Les pilules plan B prenaient enfin leur horrible sens. Morrison l'expliqua cliniquement, mais la réalité était monstrueuse. Ruby avait commencé à avoir ses règles à 11 ans. Marcus ne pouvait pas risquer qu'une grossesse expose son secret, alors les voyages mensuels à la pharmacie ont commencé. Il avait maintenu sa santé physique méticuleusement, vitamines, repas réguliers, même de l'équipement d'exercice dans le sous-sol, gardant sa victime en bonne santé tout en détruisant son esprit. Il lui a enseigné lui-même, continua Morrison. Nous avons trouvé des manuels scolaires, des feuilles de travail complétées datant d'années. Elle peut lire au niveau du lycée, connaît l'algèbre, a une belle écriture, mais elle n'a jamais vu l'océan, n'est jamais allée au cinéma, n'a jamais eu d'amis. Il l'a convaincu que le monde extérieur était plein de gens qui lui feraient du mal, que lui seul pouvait la garder en sécurité. À travers la fenêtre de la salle de conférence, Vera pouvait voir des officiers en uniforme conduisant Marcus dans le couloir. Enchaîné, portant de l'orange, mais marchant la tête haute. Il la vit regarder et sourit vraiment, comme s'il partageait un secret. Son interrogatoire était... Morrison secoua la tête. Aucun remords. Il insiste sur le fait qu'il l'aime, qu'il l'a protégée d'un monde cruel. Il a décrit en détail comment il a drogué son jus ce jour-là, l'a porté à son camion pendant que vous faisiez la sieste. Le sous-sol était déjà fini. Il avait passé des mois à l'insonoriser, à installer des verrous. C'est lui qui a appelé le 911 pour signaler sa disparition. Jouer le père dévasté si parfaitement que personne ne l'a soupçonné. Les quarts de nuit. Toutes ces années où Marcus partait après le dîner, prétendant une maintenance de serveur qui ne pouvait pas attendre, il passait des heures dans ce sous-sol, puis rentrait à la maison et se glissait dans le lit à côté de Vera comme si rien ne s'était passé. La violation de cela, de dormir à côté de lui, de prendre le petit déjeuner avec lui, de pleurer avec lui, alors qu'il savait exactement où était Ruby, lui donnait envie de hurler. « Il y a plus !» dit doucement Morrison. La clé en laiton sur son trousseau ouvrait un coffre-fort. Des clés USB avec... Elle fit une pause. Plus de preuves, photos, vidéos, assez pour s'assurer qu'il ne sera jamais libre. Je ne les décrirai pas, mais vous devriez savoir qu'elles existent. Pour le procès, David avait été contacté en Thaïlande. Le frère de Marcus était horrifié, était revenu immédiatement. Il avait complètement fait confiance à Marcus, signé des documents de procuration sans les lire, n'imaginant jamais qu'ils seraient utilisés pour cacher un enfant kidnappé. Les complexités juridiques prendraient des années à démêler, mais David avait déjà engagé des avocats pour tout transférer à Vera, pour aider de toutes les façons possibles. « Puis-je la voir » demanda Vera. « Puis-je essayer » Dr Patel hésita. « Nous pouvons essayer, mais comprenez s'il vous plaît, elle ne se souvient pas de vous. Elle avait 4 ans quand elle a été prise. Dans son esprit, sa mère est morte. Marcus lui a dit que vous êtes allé au ciel, que vous la regardez d'en haut, mais ne pouvez jamais revenir. » Ils retournèrent ensemble à la chambre de Ruby. À travers la fenêtre, un infirmier lui apportait le déjeuner. Elle mangeait mécaniquement, yeux baissés, répondant à ses questions douces par monosyllabes. Quand il partit, elle reprit sa position sur le lit, genoux levés, se balançant. Vera entra lentement, Dr Patel à ses côtés. La tête de Ruby se releva brusquement, yeux verts, grands ouverts de peur. « Bonjour Ruby, dit Vera, sa voix se brisant. Je sais qui tu es. » La voix de Ruby était différente maintenant, 16 ans, mais avec une étrange platitude. « Tu es la dame du sous-sol. Celle qui a fait mal à papa. Ruby, je suis ta mère. » Ruby secoua violemment la tête. « Ma mère est morte, papa me l'a dit. Elle est allée au ciel quand j'étais petite. » Ses yeux se rétrécirent, étudiant le visage de Vera. « Es-tu un ange? Suis-je morte aussi? Est-ce pour ça que tout semble faux ?» Les genoux de Vera cédèrent d'un presque. Dr Patel la stabilisa, murmurant d'aller doucement. Vera s'assit sur la chaise des visiteurs, gardant une distance entre elles, se faisant petite et non menaçante. « Tu n'es pas morte, ma chérie. Et je ne suis pas un ange, je suis ta maman et je te cherche depuis 12 ans. Chaque jour, je te cherchais. Papa a dit que tu as arrêté de m'aimer. C'est pourquoi tu es allé au ciel. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Pas une seconde. » Ruby resta silencieuse, traitant l'information. Puis d'une voix plus petite, « Quand papa reviendra-t-il » La question brisa ce qui restait du cœur de Vera. Dr Patel intervint, expliquant doucement que Ruby resterait ici un moment, que son papa devait partir. Le gémissement aigu de Ruby pouvait être entendu à 3 chambres de distance. Plus tard, après la sédation,
Après que Ruby se soit finalement endormie, Dr Patel raccompagna Vera. Le pronostic était réservé mais pas sans espoir. Des années de thérapie l'attendaient, possible régression, apprendre à exister dans un monde qu'on lui avait appris à craindre. La confiance viendrait lentement, si jamais. Ruby pourrait ne jamais complètement récupérer l'enfance qui lui avait été volée, pourrait toujours lutter avec ce qui était réel et ce qui était la programmation de Marcus. Mais elle est jeune, dit Dr Patel. Le cerveau est encore plastique à 16 ans. Et elle est physiquement en bonne santé grâce à ses soins tordus. Il y a de l'espoir. Espoir. Un si petit mot pour un voyage si énorme. Vera revint le lendemain. Et le suivant, assise devant la chambre de Ruby, parfois autorisée à entrer quelques minutes. Le 4e jour, Ruby posa une question sur le monde extérieur. Le 7e, elle laissa Vera s'asseoir plus près. Le 10e, quand Vera tendit la main, Ruby la fixa pendant un long moment avant de tendre un doigt, touchant brièvement avant de se retirer. C'était à peine quelque chose. Un toucher du bout du doigt durant moins d'une seconde, c'était tout. C'était un commencement.